c'est Stéphane Edouard. Alors je sais. Le rythme des vidéos promis et cadencé est assez bien tenu depuis début janvier. Ce fameux rythme de 2 à 3 vidéos par semaine, c'est un tout petit peu étouffé à demi-mot pendant les élections. Bah oui, c'est tout simplement parce que n'étant plus à mon domicile, ah ben voilà, ça y est, je cogne la table, donc la caméra tremble. N'étant plus à mon domicile, c'est simplement logistiquement un peu plus difficile de se filmer dans des conditions acceptables de luminosité. Mais bon, écoute, au vu de ce que j'écoute, vois, entends régulièrement sur YouTube, on va dire que vous vous contenterez, pour aujourd'hui en tout cas, et encore pour très peu de temps, pour 48 heures, de cette qualité-là, de la caméra de l'ordinateur. Alors aujourd'hui, on va parler, je vous l'ai promis ce matin sur Facebook, si vous n'étiez pas encore, si cette info vous surprend, c'est que vous ne me suivez pas encore sur Facebook, donc la page Facebook concernée, celle où l'on parle de la vie, de la société, et notamment de politique parfois, c'est stéphaneedouard.public. La page Facebook consacrée aux couples, aux relations, aux dynamiques amoureuses, etc., hommes d'influence. Alors, sur cette page, je vous annonçais ce matin une vidéo consacrée au pouvoir de séduction et à la conquête, à la tactique de conquête et au pouvoir finalement de sublimation, au pouvoir de subjugation, puisque Macron nous a subjugués à 65,5 ou 6 ou 7%, je ne sais plus. Bref, Macron a en 18 mois subjugué une grande partie des Français, et j'ai envie de vous donner 5 raisons extraites de mon séminaire d'avant-avant-hier, comprendre les gens. Vous savez, cette liste de séminaires de développement personnel, de sociologie, de psychosociologie, qui vous permettent de décoder avec les lunettes du sociologue les relations personnelles et sociales, et éclairer divers débats sociétaux que l'on vit en ce moment. Tout ça, c'est sur mathconsulting.fr, disais-je. Extrait du séminaire d'avant-avant-hier, comprendre les gens 2, les 5 raisons pour lesquelles Emmanuel Macron nous a mis sous son joug, séduire, étymologiquement, subjuguer, mettre sous son joug. Première raison, la première n'est pas de moi, les quatre autres le sont, j'ai l'élégance de rendre à César. La première, c'est l'attention sélective. L'attention sélective, c'est-à-dire notre faculté, notre biais cognitif consistant à donner beaucoup plus finalement d'importance quand l'interlocuteur mentionne un des aspects qui nous intéresse, on le surdétermine, on le surpondère. Donc évidemment, Macron, par diverses propositions économiques visant à toucher, s'étant attaché à toucher chacun de ces segments de marché avec une proposition, qui allait des handicapés aux TPE, PME avec la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, allant aux propriétaires, finalement à la grande partie des Français avec la taxe d'habitation. Bref, cette segmentation de son cœur électoral par cible et cette propension systématique à adresser dans chacune de ses prises de parole un petit bonbon, une petite promesse à chacun, fait évidemment que, entendant la promesse qui nous est adressée à nous, on perd de notre discernement, de notre jugement, et l'on est beaucoup moins finalement sévère sur le reste du discours, notamment on est beaucoup moins sévère à juger la cohérence du reste du discours, car on a entendu dans ce même discours finalement la seule partie qui nous intéressait. Une fois qu'on est rassuré en ayant entendu la promesse faite à notre sous-segment de marché, finalement on est beaucoup moins critique, on est beaucoup moins sceptique, on perd de son scepticisme, on perd de sa capacité de discernement sur finalement l'imbrication économique que cela représente, donc la viabilité, donc la faisabilité. Donc en surabondant dans ses discours de son fameux « en même temps », c'est-à-dire en promettant finalement à chaque segment de marché un avantage compétitif, notamment économique, il a forcé notre attention sélective, c'est-à-dire qu'il il a un petit peu, anesthésié finalement le discernement des Français à voir que le programme est tout simplement irréalisable sans croissance, car on ne peut pas, à croissance faible ou nulle, baisser toutes les cotisations sociales et augmenter la redistribution. C'est comme une recette de cuisine, on ne peut pas avoir la même taille de gâteau.
chaque année, ou un gâteau à peine plus grand chaque année, couper plus de parts et qu'elle soit toute plus grosse. Ça n'est pas physiquement possible. Comme dit Jean Covici, tout ce qui ne respecte pas la règle de 3 est une promesse en l'air sur laquelle vous ne devriez pas parier l'intégralité de vos économies. Donc, attention sélective, hein, le fameux et en même temps, quand on entend ce qui nous parle, ce qui nous plaît, ce qui intéresse notre segment économique, évidemment, on devient beaucoup moins, on est rassasié, on est repu, on jouit finalement de la promesse qu'on vient d'entendre, et puis on est beaucoup moins sceptique, on perd beaucoup de discernement sur le reste de ce qu'il nous a sur la façon dont cette promesse va s'intégrer à la vision d'ensemble. La deuxième raison, la deuxième explication de la séduction du cas Macron, c'est simplement sociologique. Et plutôt, alors, c'est pas sociologique comme le dit Zemmour, hein, c'est pas mondialiste versus européiste ou nomade versus sédentaire, c'est pas le conflit de civilisation, c'est le conflit de vision. Conflit de vision est un concept, un livre et un concept, un métaconcept même dirais-je, de Sowell, hein, pas Orwell, Sowell, qui oppose les utopiques aux tragiques. Les utopiques étant les adeptes d'un monde non contraint, c'est-à-dire d'un monde où les solutions sont fabriquées par des groupes de gens bienveillants qui, devant un défi, s'organisent spontanément entre eux, finalement, pour le dépasser. Et donc, opposition des utopiques aux tragiques, les tragiques étant les gens qui vivent dans un monde contraint, et qui estime que dans un panel, dans un compendium de solutions finies, car il n'existe qu'un nombre de solutions finies à un problème donné, et bien finalement on prend la moins mauvaise, et que quand certaines ont été essayées et qu'elles n'ont pas fonctionné, il faut les abandonner, ce qui symboliquement est interprété comme un utopiste par revenir en arrière, hein. L'utopiste partage avec le progressiste cette volonté systématiquement cette crainte viscérale, cette angoisse du retour en arrière, hein, cette angoisse du conservatisme, mais il se distingue l'utopiste se distingue du progressiste, au sens que l'utopiste théorise, visualise le monde comme un monde non contraint, c'est-à-dire que le panel de solutions que l'homme est à même d'apporter à un problème est infini, car l'homme a une infinité de façons de s'organiser ensemble pour y apporter une solution. Et le tragique n'est pas forcément systématiquement assimilé à un conservateur. Le tragique, c'est celui qui pense que l'on vit en monde fini, c'est-à-dire en monde contraint, c'est-à-dire qu'on est contraint par un certain nombre de ressources qui nous surdéterminent, comme par exemple les ressources énergétiques, les ressources fossiles, les ressources humaines, comme finalement le bon vouloir des gens, la morale des gens, etc. Donc, encore une fois, utopiste versus tragique, hein, ce n'est pas une relecture ou ce n'est pas du verbiage autour de la simple fracture idéologique progressiste versus conservateur, c'en est une autre très intéressante que je vous conseille d'ailleurs d'étudier. Elle est de Sowell dans un livre qui s'appelle Un conflit de vision. Et voilà, donc ça c'était pour la base idéologique de mon deuxième argument. Et ce deuxième argument repose sur quoi? Eh bien, je pars de multiples observations et lectures, et je l'ai dit d'ailleurs la veille de l'élection de Macron, je l'ai dit samedi en séminaire, mes clients peuvent en témoigner, j'ai dit il y a en France 2 utopistes pour un tragique, 2 adeptes donc du monde non contraint pour un adepte du monde contraint. Moi je suis un tragique typique évidemment, et 2 et 1 ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 sur 3 c'est 66%, et 1 sur 3 c'est 33,3%. Quel a été le score de l'élection? 66-34, c'est-à-dire à quelques dixièmes de pourcent près, j'ai eu bon, hein, j'avais eu totalement tort au premier tour, parce que j'avais bien surestimé un des candidats, pour des raisons affectives et personnelles, preuve qu'on n'est jamais le meilleur à se décentrer. Mais en tout cas, au deuxième, j'avais parfaitement raison, et j'en ai la preuve, puisque le séminaire a été enregistré, donc si ça vous amuse, vous pourrez l'entendre. Il y a en France 2 utopistes pour un tragique, donc tout projet de société, tout projet électoral, tout projet de démagogie participative et d'opinion basé sur la volonté féroce de convaincre et d'expliquer au peuple le faisceau de contraintes dans lequel il baigne, notamment européennes,
par exemple sur la ligne Philippot, ne peut convaincre au maximum, plafonnera toujours à un plafond de verre de 35%, car 2 utopistes pour un tragique. Et ce qu'on entend dans les discours aujourd'hui des électeurs de Macron, c'est évidemment une espèce de bouffée vitale, de nécessité vitale, de soif d'un discours, on pourrait presque dire optimiste, mais en fait la réalité sociologique c'est utopiste, c'est-à-dire que on ne veut pas entendre parler des soldes de Target 2, on ne veut pas entendre parler de la chute de l'approvisionnement énergétique en énergie fossile depuis 2007, on ne veut pas entendre parler de la faible compétitivité, enfin plutôt du taux de change erroné de l'euro qui est trop bas pour la France et trop haut pour la France et trop bas pour l'Allemagne. On ne veut pas entendre parler des regroupements de communes. Non, on veut entendre un discours qui fait appel à notre fibre optimiste, utopiste, progressiste, un conflit de vision, 2 utopistes pour un tragique, tout parti basant son discours sur l'explicitation, même pédagogique, sourcée et argumentée, et même par un rhéteur de qualité comme Philippot, tout parti visant à rappeler que l'on évolue dans un monde contraint et contraint à plafonner à 1/3. Pourquoi ? Parce que un tragique pour 2 utopistes. Bon, allez, je fais un petit peu long, j'accélère. La troisième raison, le troisième argument, la troisième arme de séduction d'Emmanuel Macron, elle est contextuelle celle-ci. C'est qu'Emmanuel Macron manie extrêmement bien une espèce de langue de bois d'énarque que ses 2 prédécesseurs se sont attachés à gommer. Sarkozy, c'était « je vais tous vous passer au Karcher » avec le petit mouvement d'épaule. Hollande également, c'était le président normal. Et on voit que dans une espèce de fond monarcho-ancien régime, le français français de base est finalement très séduit par cette langue énarchique, par cette langue étatique, par cette langue oligarque, par cette langue de la diplomatie. On est le pays historiquement de la diplomatie, et quand un de nos représentants, même désigné par l'oligarchie, fait œuvre d'un certain brio, d'une certaine intelligence rhétorique dans le maniement de cette langue typiquement, je trouve pas le mot, pas énarchique, mais bref, vous m'avez compris, il suscite une espèce de fascination. Pourquoi ? Parce qu'on est fasciné par une langue que l'on comprend sans être à même de la parler. Pourquoi est-ce qu'on est peu fasciné par le chinois, ou par l'esquimau, ou par le hawaïen ? Parce qu'on n'y comprend strictement rien. C'est un enchevêtrement de sons sans consonne, ou avec trop ou pas assez de consonnes qui n'ont aucun sens pour nous. Pourquoi est-on beaucoup plus fasciné par une langue latine ? Parce si on ne la parle pas, même si on ne la parle pas, on la comprend, et on est titillé par la maîtrise du verbe de celui qui parle une métalangue, une surlangue que l'on comprend sans pouvoir la faire sienne. 4e arme de séduction de Macron, 4e raison pour laquelle il a été élu, ce qu'on appelle en sociologie l'hyper-réalité. L'hyper-réalité des mises en scène, c'est quand les images s'autoproduisent et n'ont plus rien à voir avec le réel. Souvenez-vous, tous les médias, et je ne parle pas des médias dissidents d'Internet, même Canal+, a noté dès les premières images des campagnes de Macron qu'on ne trouvait pas les fameux marcheurs d'En Marche, que les images du clip de campagne étaient en fait achetées à des bases d'images étrangères et qu'on avait maquillé ces images en gommant quelques slogans sur les couloirs pour faire oublier qu'il s'agissait d'images d'une école allemande, d'une entreprise américaine, que tout ça n'avait aucune réalité. On a également mis en avant, et encore une fois, même les médias entre guillemets left-friendly, gauche-friendly, progrès-friendly, comme le Huffington Post, ont souligné que les meetings de Macron étaient éminemment orchestrés et mis en scène, que les gens qui applaudissaient à tout rompre étaient des militants, que tout était calé par SMS, par talkie-walkie, par que sais-je, et qu'en fait les gens s'en allaient et s'emmerdaient. Le kidam qui se retrouvait là par hasard et par curiosité, finalement, fichait le camp. Mais ça n'est pas grave, à un certain moment, après une certaine dose, les images falsifiées s'autoproduisent, c'est ce qu'on appelle l'hyper-réalité, c'est qu'elles finissent par devenir vraies,
finalement, par enchevêtrement de falsification. Hein. Le moins devient plus. Dernier argument, alors celui-ci, il n'a rien de sociologique, il est psychothérapeutique, presque psychanalytique. Il faudrait demander son avis à Alain Valterio. Alain, si tu nous regardes, dis-moi ce que tu penses de celui-ci. Le personnage, l'homme Emmanuel Macron, a fasciné les Français et les Françaises parce qu'il a forgé dans un défi par une combinaison de ses choix politiques et de ses choix amoureux personnels, il a transgressé une frontière normative énorme, qui est la frontière oedipienne, c'est-à-dire qu'il a trahi, donc il a tué son père en politique, qui est Hollande, qui maintenant lui pardonne, et il a baisé sa mère. Hein. Il a symboliquement conçu son union avec une femme de l'âge de sa mère. Donc le dernier argument, je le résume, bah oui, ça me fait bizarre comme ça de le sortir à froid, sans personne, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Emmanuel Macron, joué évidemment de puissances qui sont les mêmes à l'œuvre depuis 30 ou 40 ans, incarne la rébellion, le renouveau et la révolte et ce qu'il appelle la révolution. Souvenez-vous que son livre s'appelle La Révolution, hein, il ne s'appelle pas l'application des grandes orientations de politique européenne, il s'appelle La Révolution. Hein. Son côté révolutionnaire et bad boy est entendu et perçu charnellement par une partie de la population parce qu'il a commis la double hérésie, la double transgression des frontières normatives, de tuer son père en politique et de coucher avec sa mère. Voilà, c'était les 5 raisons, selon moi, pour lesquelles Macron a subjugué les foules. Vous voyez qu'évidemment, ces raisons sont indépendantes de son programme, de ses soutiens et des défis économico, politico, démographico, énergético, écologico, sociétaux qui se présentent à nous. En tout cas, j'ai très hâte d'entendre vos avis sur ces 5 raisons, puis si vous en avez une autre également, mettez-la en commentaire. Voilà, donc je ne sais pas quelle qualité aura cette vidéo à l'écran, parce qu'il fait un petit peu sombre, et encore une fois, vous voyez bien que je n'ai pas mon équipement habituel. Néanmoins, j'avais promis de vous la faire, je vous la fais, à vous de jouer. Un pouce vers le haut si ça vous a intéressé, un pouce vers le bas si ça vous a déplu, parce que vous êtes un ou une groupie macronesque et vous ne supportez pas que l'on subordonne le jugement à l'analyse. Et en commentaire ci-dessous, ai-je tort, ai-je raison, avez-vous d'autres arguments? Certains vous ont-ils parlé, vous ont-ils éclairé? Ben, vous me dites tout ça, après évidemment avoir, ou en même temps, ou avant avoir surfé sur les autres vidéos de la chaîne et vous y être abonné. Voilà. C'était Stéphane Edouard, dans pas longtemps on se retrouve avec une meilleure image et un meilleur son.